Bonjour à toutes et tous, je vous remercie d'être là. Alors c'est une grande première pour moi, parce que c'est ma toute première conférence et je vous remercie d'être présent. Je voudrais vous remercier aussi à vous, amis dieuppois, de nous accueillir ici. Vous avez été formidables pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, je vous propose une conférence qui me parle, parce que moi j'ai beaucoup d'émotions dans la voix. Parce que la conférence que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de ma vie. Comme disait Dalida, c'est l'histoire de ma vie. Donc, tous médiums, ou comment vivre ses capacités au quotidien. Alors, je peux vous dire que c'est quand même pas forcément une chose facile quand on est un hypersensible et un émotif. Qui suis-je ? Ça, c'est l'éternelle question de tout le monde. Qui on est, c'est chercher sa propre voie, son propre chemin. Moi, je suis médium depuis que je suis tout petit, et je l'ai été par intermittence de mes 7 ans jusqu'à mes 25 ans. Mes capacités se sont réellement révélées sur une rencontre. Et puis aujourd'hui, c'est mon métier d'accompagner les gens sur leur propre chemin et de les aider à se révéler et à savoir qui ils sont vraiment. Alors, la médiumnité, d'après vous, est-ce que c'est un don ? On est bien d'accord. Vous avez tous eu, à un moment donné dans votre vie, pensé à quelqu'un et que la personne, dans l'instant présent, ou dans l'instant qui suit, dans les jours qui suivent, vous la rencontrez, ou vous l'avez au téléphone. Eh bien, sachez que c'est vous qui lui avez déjà passé le coup de fil en l'appelant par l'au-delà. Voilà. C'est pas un don. Si ça se ramenait à être un don, on va dire c'est quelque chose de l'ordre de donner. Ça ramène à Dieu, ça ramène aux divinités. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu les dieux grecs et je vous ai mis Achille. Vous savez, le fameux Achille qu'on a trempé dans ce fameux bain et que les dieux ont tenu par un pied, et d'où le talon d'Achille, il avait sa faiblesse. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu cette image-là pour vous amener à réfléchir sur ça. Pour moi, on est tous câblés. On a tous cette capacité, c'est dans notre ADN, et malheureusement, on l'oublie un petit peu quand on grandit. Tout dépend du cadre dans lequel on grandit. Ce qui a été mon cas. Qu'est-ce qu'être médium d'après vous ? C'est quoi ? C'est contacter les défunts ? Ça peut ? Ouais, mais pas que. Mais pas que. Alors, je vous ai mis la définition de Larousse, c'est la capacité à pouvoir ressentir et à se connecter à l'invisible. Et l'invisible, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Le vent souffle, vous le ressentez, mais vous ne le voyez pas. Voilà. Donc, c'est une personne qui est capable de se voir par des moyens apparemment surnaturels, des messages, entre autres, des esprits des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Personnes douées de talent, je les ai mis entre paranormaux, parce que le paranormal n'existe pas. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Alors je sais que tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça, mais c'est ma vision des choses. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été persuadé que quand on venait au monde, on avait une destinée. Et qu'on passait son temps, vous savez le fameux fil d'Ariane dans le labyrinthe, et qu'on passait son temps à tourner sur ce fil d'Ariane et à ouvrir et à fermer des portes. Il y a des gens pour qui la destinée est beaucoup plus facile que d'autres, parce que ce fil d'Ariane, ils l'ont depuis tout petit, et le fil se déroule tout seul. Alors ça veut dire que ce n'est pas tout seul, mais ça demande du travail, mais c'est beaucoup plus facile. Hop, voilà, on arrive à, mais pas que, effectivement. Voilà. Quels sont les grands symptômes de la médiumnité ? Alors déjà, vous en avez un devant vous, un hypersensible, ça va de soi. Voilà, donc quand on voit, alors c'est pas le cas de tous, mais on peut voir des lumières scintillantes.
Voilà, au coin de l'œil, au loin, quand on se concentre sur un objet, quand on fixe un objet, vous pouvez avoir des petits points, des points lumineux qui peuvent apparaître sur la vision. Vous pouvez voir des images en couleur clignoter au hasard devant les yeux, ce que je viens de vous dire. Voilà. Trouver facile de visualiser ou d'utiliser votre imagination. Généralement, quand on est tout petit, on a une imagination débordante. C'est des gens qui sont sensibles à l'art, qui sont sensibles à toute forme d'art, que ce soit le dessin, la peinture, la musique. Voilà, on aime s'exprimer. Mais quand on aime des fois s'exprimer, on nous dit « ferme-la, on t'entend un peu trop ». On a pu aussi, dans sa jeune enfance, avoir des contacts avec des esprits, voir la grand-mère d'une certaine façon. Et, enfin, voir la grand-mère, on voit une personne et quand on décrit à la personne ou à son référent, à son parent, il dit « mais c'est la grand-mère qui le voit ». Donc il y a ça. Faire l'expérience d'intuitions qui se sont révélées. Par exemple, voir un événement du futur. Positif ou négatif, quel qu'il soit. Ça a été mon cas. Et puis, comme tous les enfants, on a, et nous, un peu plus des amis imaginaires. Parce qu'étant hypersensible, quand on est enfant médium, on a un petit peu le contact un petit peu difficile avec les autres. Donc on se crée son monde à soi. Voilà ce que je viens de vous dire qui récapitule un petit peu l'enfant médium. L'enfant médium, il a une imagination active et débordante. Il peut avoir des rêves intenses et des cauchemars et des terreurs nocturnes. Alors souvent, les parents, j'ai souvent des appels de parents qui sont dans ce cas-là. Me dit mais je ne sais pas quoi faire parce que mon enfant ne veut pas aller dormir, mon fils fait des cauchemars, mon fils fait des rêves, il me raconte des choses et j'ai du mal à les gérer. Une sensibilité, voire une hypersensibilité, voire une hyper-émotivité. Une sagesse et une raison inadaptée pour son âge avec, on va dire, une logique implacable, des fois une logique d'adulte, avec des raisonnements qui sont fermes et tranchés. Et j'en reviens toujours, ouais, effectivement, la sensibilité pour les arts en général, une musique, les dessins, la peinture, c'est généralement toujours étonnant parce que généralement dans ces familles-là, on n'est pas forcément toujours sensible à ça et on se demande d'où le gamin tient ça. On se dit, mais celui-là, on se demande d'où il vient. On a des fois envie de dire de la planète Mars. C'est pas faux. Alors, je voudrais maintenant vous exposer plusieurs points de vue qui vont dans le sens que notre conscience, vous allez voir après, je vais en venir, ne peut être complètement contenue dans notre cerveau. Notre cerveau n'a pas la capacité à. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie de l'empreinte. Oui, non? Non. Voilà, je vais vous l'expliquer en 2 petites minutes. C'est une expérience scientifique qui a été menée par Konrad Lorenz. Vous irez regarder sur Internet, sur YouTube. Il y a une vidéo qui tourne avec ceci. C'est une expérience qui a été menée, alors ça vous parle peut-être parce que vous avez peut-être déjà vu dans les informations, souvent un ULM avec des oies derrière, et où tout petit, ces oies, on leur a donné comme référent un humain habillé comme une oie et avec cet ULM. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'empreinte. Où je veux en venir sur cette théorie de l'empreinte, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, cette expérience, elle a été menée en laboratoire avec un robot qui a été donc fabriqué, un tout petit robot en forme de cube, avec un petit trait de crayon, enfin avec un crayon fixé dessous, et où il a été donc programmé pour se déplacer de façon aléatoire, dans un cadre donné. Sur cet espace, on va rajouter un poussin qui vient sortir de l'œuf. Donc, qui n'a pas la référence du parent, et qui, lui, voit ce robot qui commence à se déplacer de façon aléatoire, puisqu'il est programmé pour ça, sur ce papier qui est là.
Et le poussin va venir se coller, puisque c'est la référence qu'il a, en prenant le robot pour son parent, son référent. Donc on va les laisser un certain temps comme ça. On va à un moment donné extraire le poussin de l'expérience en le mettant sur le bord du carré qui est destiné à ce que le robot fasse des traits. On va le mettre dans une cage. Qu'est-ce qui se passe? Le poussin n'a plus son référent. Il fait comme le bébé, il appelle sa maman. Et que fait le robot, d'après vous? Il continue sa programmation aléatoire, il y va, ou il fait autre chose? Eh bien, c'est une expérience qui a été menée plus de 100 000 fois. Et à 98%, à chaque fois, le robot, avec le petit poussin dans la cage, à chaque fois, le robot va chercher le poussin. Alors qu'il est programmé pour aller de façon aléatoire. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Les scientifiques nous disent que la matière prévaut sur... Et avec cette expérience, on peut prouver que le mental, voilà, monsieur vient de le dire, vous pouvez le redire un petit peu plus fort? Voilà, la conscience agit sur la matière. Première expérience, je vais vous donner là tout de suite, avec ceci. Alors, Philippe Guillemont, peut-être que certains connaissent, physicien quantique, chercheur au CNRS. Et alors, je vais vous dire que le jour où je l'ai découvert, celui-là, je me suis dit, waouh, je ne suis pas fou. Là, j'ai dit ce soir-là, je me couche un peu moins con ce soir. Il a une théorie qu'il défend, c'est une théorie, ce qu'il est physicien quantique, qui dit qu'effectivement, quand on vient au monde, on a une destinée. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Waouh! Alors, je peux dire que là, dans le cœur, ça m'a... Poum, poum. Et on se sent un petit peu moins seul quand on est comme ça. Et il va jusqu'à nous dire, effectivement, que la conscience n'est pas contenue dans notre cerveau. Ou du moins qu'un prolongement de notre conscience, l'âme, ce que nous on appelle l'âme, donc ce qu'en psychologie on appelle le soi, serait contenu à l'extérieur et que nous serions connectés à cette conscience. Et ce que l'on appelle l'au-delà retournerait dans cette source. Imaginez un petit peu un nuage comme on le voit au niveau du numérique maintenant, donc un cloud. Voilà, comme si l'information elle était contenue dans cette matière. Donc je vous ai mis la référence de la vidéo YouTube, physique de l'information et de la spiritualité, et physique de la conscience. Et il va jusqu'à défendre qu'effectivement, alors il va loin, les paradigmes qui sont en train de se produire au jour d'aujourd'hui sont des choses qui sont déjà écrites. Je vous laisserai les découvrir par vous-même parce que c'est super intéressant. Donc c'est une conférence de 2 heures, donc il faut la voir en plusieurs fois pour bien la comprendre et la relire. Et maintenant, je vous amène sur quelqu'un que beaucoup de gens en développement personnel connaissent, qui s'appelle Joe Dispenza. Docteur, qui à un moment donné dans sa vie s'est retrouvé paralysé. Enfin, paralysé, c'est un grand mot. On va dire immobilisé sur un lit parce qu'il a eu des problèmes de santé et qu'on lui avait dit qu'il ne marcherait plus jamais. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur son lit d'hôpital et qu'on n'a rien d'autre à faire? On est médecin, on se dit, tiens, si je m'amusais à aller essayer de mentalement reconstruire un petit peu les cellules des endroits qui sont cassés. Et pendant tous les mois où il a été à l'hôpital, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et au bout peut-être de 1 mois, 2 mois, je n'ai pas les termes les notions de temps par rapport à ça, je n'ai pas retenu les notions de temps. Il a commencé à sentir des picotements au niveau de ses vertèbres, là où il y avait eu des blessures. Et petit à petit, il a dit, tiens, mais si ça picote, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose. Et donc, il a continué.
Et un jour, il s'est remis sur ses 2 pieds. Et suite à ça, il est devenu l'homme qu'on connaît aujourd'hui, donc conférencier, entre autres. Et il a mis cette méthode qui l'a sauvé au service des gens et qui s'appelle la respiration de guérison. Donc ça, je vous laisserai également le découvrir parce que c'est quand même assez perturbant quand on rencontre ce genre de choses et de se dire que effectivement, tout est en lien par rapport à l'esprit qui pourrait avoir ce pouvoir sur la matière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me laisse beaucoup d'interrogations. Et beaucoup d'interrogations, j'ai mes réponses, mais je préfère vous laisser chercher les vôtres. Et puis, j'aimerais vous parler, alors excusez-moi, d'un jeune Américain. Alors, il y a peut-être un souci sur le nom, parce que j'ai vu son nom dans un autre bouquin, dans le bouquin de Natacha Calestrémé, Les clés de votre énergie, 22 protocoles. Elle parle de ce jeune homme, mais il n'a pas le même nom, et sur Internet, on le trouve sous ce nom-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce nom-là. Est-il la réincarnation d'un pilote américain abattu par les Japonais en 1945 ? C'est ce que semble indiquer l'impressionnante accumulation de preuves. Ce gamin, à l'âge de 2 ans, ça a commencé à faire des cauchemars, des rêves, et à donner des éléments très précis d'une vie précédente. Il y a eu d'ailleurs sur nos chaînes de télévision françaises, certains de vous ont peut-être pu le voir, où il y a eu des reportages de faits sur lui. Et il est même allé jusqu'à dire à ses parents, vous savez, de là-haut, moi, quand vous vous êtes connus, vous étiez en lune de miel à l'hôtel qui avait un prénom, un nom Pink dedans. J'ai décidé de venir vous voir parce que vous étiez beau et je voulais que vous soyez mes parents. Et dans mon entourage, j'ai eu aussi une expérience de ce genre, parce qu'à côté de ça, je fais office, on va dire, d'aide-soignant et d'auxiliaire de vie, et j'accompagnais la maman de cette personne-là. Et on a eu des expériences superbes ensemble, et notamment cette personne. Un jour, à l'âge de 3 ans, elle a dit à ses parents « Mais je vous ai choisi comme parents ». Et quand je suis tombé sur cette histoire, ça m'a fait écho sur cette histoire, je dis « Il faut que je leur en parle aujourd'hui ». Donc il y a plusieurs éléments qui vont dans le sens de cette mémoire ou de cette conscience qui ne pourrait pas être contenue. Et c'est un terrain de recherche qui est mis... en France, on a beaucoup de retard là-dessus. La Suisse est très en avance, l'Angleterre est très en avance. Il n'y a qu'en France où on n'a pas forcément, on va dire, de sciences dédiées à ça. Et puis, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion parce que Christophe Fauré, je l'ai découvert au moment du décès de mes parents et j'ai lu un petit bouquin. Ça a été là que je l'ai découvert, comme le hasard n'existe pas. J'étais dans le deuil de mon papa, le premier, le deuil de ma maman derrière. J'avais besoin d'être aidé. J'ai envoyé un petit message à mes guides et son bouquin est tombé juste au bon moment. Chose étonnante, hein. Quand on parle avec ses guides, ça répond. Alors, le docteur Christophe Fauré est le spécialiste en France de la fin de vie. Il a fait ses études au moment des années SIDA. Il était interne dans ces moments-là, donc je peux vous dire que l'hécatombe, voilà. Et il en a fait un petit peu sa vie, et il s'est consacré à ça. Il est allé jusqu'au burn-out, et quand il est arrivé au burn-out, il est parti pendant 2 ans dans un ashram, où il a remis un petit peu tous ses concepts de vie en place et il est revenu avec une philosophie bouddhique. Et là, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Cette vie et au-delà ». Et quand on parle d'au-delà, ce n'est pas au-delà dans le ciel, c'est au-delà du regard. Et ce bouquin, il parle des vécus subjectifs des défunts. Je voulais un petit peu aborder ce sujet-là parce que la médiumnité aussi est en rapport un peu avec ça. Vous savez ce que c'est que les vécus subjectifs des défunts ? Vous l'avez tous vécu.
Vécu subjectif des défunts. Il n'y a pas besoin d'être médium pour le ressentir. Enfin, d'être médium, on va dire, confirmé ou pas, puisqu'on l'est tous. Quand on est médium, on vit avec ses émotions. Et quand on est dans le deuil, on n'est plus dans le mental, on est dans les émotions. Et quand on est dans les émotions, on est en mesure de pouvoir ressentir. Vécu subjectif des défunts, c'est des contacts avec vos proches qui peuvent se passer directement dans l'heure, dans les jours, de 6 mois jusqu'à 1 an, voire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est des signes que vous recevez de personnes disparues. C'est une enquête qui a été menée pendant plusieurs années où on explique ces phénomènes qui ont été vérifiés. Ils savent que les phénomènes existent, mais ils ne savent pas les expliquer. Ça pose question, comme tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai un vécu subjectif des défunts avec, enfin même double. Parce que quand mon papa est décédé, la dernière chose que j'ai fait avant qu'on referme son cercueil, il avait son parfum qui était posé sur la petite table. Excusez-moi. Juste à côté de son corps. Et j'ai pris le parfum et je lui ai mis 3 petits pchits de parfum. Et on a refermé le cercueil. Mon papa est décédé en 2017. Ma maman décédera en 2019, des suites d'un cancer. Et quand elle est partie, la nuit, elle est partie le 19 septembre 2019 à 15h. La nuit, j'avais le passé entièrement avec elle. Le matin, ma sœur est venue me remplacer parce que je devais aller chez le coiffeur et que aussi j'étais fatigué parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Je vais chez le coiffeur. La coiffeuse me fait la coupe de cheveux. Après la coupe de cheveux, elle me propose: est-ce que tu veux que je te refasse un shampoing? Ok, elle me refait un shampoing. Je m'installe au bac. Au moment où elle me fait le shampoing, j'ai une odeur dans le nez. Je vous laisse deviner laquelle. Le parfum de mon papa. Ça, c'est un vécu subjectif des défunts. Et comme je n'étais pas dans le mental, voilà. Et ce matin-là, à 9h du matin, quand j'étais en train de me faire laver les cheveux, juste après ma coupe de cheveux, je me suis dit: ok, papa, t'es là. Maman, elle va te rejoindre aujourd'hui. Je suis rentré chez moi, épuisé par la longue nuit que j'avais passée. Je suis allé me coucher. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Je me suis réveillé à 13h. À 13h, j'avais un message de ma sœur: Sylvain, viens, maman s'en va. Voilà. Et alors, juste pour terminer sur la petite histoire, c'est que le soir de son décès, enfin le jour de son décès, le téléphone que j'ai là avec moi aujourd'hui, il était neuf de 15 jours. Quand il a fallu appeler la famille, j'ai pris mon téléphone, bien sûr. Et sur le téléphone, au moment où je commence à parler avec un membre de ma famille pour lui dire « Maman vient de partir », mon téléphone fait « alors qu'il était neuf. Et là, je lui dis « Il y a maman avec nous sur la ligne ». L'après-midi se passe, avec toutes les démarches qu'il y a à faire. Je rentre chez moi le soir. J'ai une lampe qui avait quelques mois. Et cette lampe s'est mise à clignoter. Les 3 ampoules. Je dis: maman, c'est toi. Et ça a fait hop, hop. Ok, merci maman. Alors maintenant, on va aborder un sujet qui est développé, ses capacités d'extrasensoriel. Pourquoi j'ai mis extrasensoriel? Parce que tous les sens sont en éveil. Être médium, c'est cette feuille de papier
Parce que médium, ça veut dire intermédiaire entre deux mondes. Nous sommes des êtres spirituels, ce que je vous disais tout à l'heure, venus vivre une expérience matérielle. Les perceptions physiques, donc vous avez la clairvoyance, vision physique. Vous avez la clairaudience, qui est l'audition. Ça, j'en ai fait l'expérience aussi, parce que quand ça vous chuchote à l'oreille, la première fois, ça a été un petit peu surprenant. Le clair toucher, c'est-à-dire qu'au toucher physique, au toucher d'un objet, on peut ressentir l'énergie qui est de cet objet, qui peut nous emmener dans un lieu ou en contact avec une personne. Vous avez la clairolfaction, l'odorat, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au coiffeur. Vous avez la clairgustance, puisque on sait que l'odorat et le goût sont liés. Vous avez la clairsentience, donc qui sont les ressentis physiques, les ressentis avec le corps. Vous avez des sensations des fois de mal-être ou des choses comme ça. Par rapport à une situation, par chose, et puis des fois il y a un événement qui se passe. C'est bizarre, à l'instant où il y a eu cet événement, je ne me sentais pas bien. Et on ne savait pas l'expliquer pourquoi, et vous aurez la réponse après. La clairempathie, ouais, parce que les médiums sont des empathes. Ça leur joue des tours des fois, mais bon. Manifestation des capacités, donc chacun perçoit ces manifestations sous une ou plusieurs formes. Parce que quand on est médium, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas que le contact avec les défunts, c'est une composante. Qu'on soit voyant, qu'on soit médium, qu'on soit cartomancier, nous sommes tous médiums. La communication avec des défunts humains, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'on le définit principalement. La communication animale, vivant ou décédé. Donc ceux qui ont vu Clotaire, je crois que c'est vendredi, donc on en fait l'expérience. La vision à distance. Donc ça, j'ai une expérience là-dessus où il m'est arrivé un événement sur une vision à distance et dans le temps, en plus. Je vous en parlerai tout à l'heure. La télépathie, ça j'ai expérimenté. Alors ça, c'est franchement top. Vous vous connectez sur quelqu'un, la personne ne parle pas. Vous lui demandez de vous envoyer des informations et vous essayez de les réceptionner. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un endroit où j'étais pas du tout là pour ça. J'étais en train de me détendre dans un spa. Il y avait quelqu'un à côté de moi qui était en train de causer, puis on commence à coller. Et vous savez, quand on a des âmes jumelles ou des choses comme ça, la personne me dit, c'est bizarre. Elle me dit, j'ai l'impression de vous connaître. Je dis, ah bon? Ben, on s'est pourtant jamais vu. Et là, on a commencé à discuter. Je dis, écoutez, on va s'amuser un petit jeu. J'avais jamais fait. Et on s'est envoyé des informations comme ça. Et je lui ai sorti, je dis, écoutez, vous ne me donnez pas votre nom et votre prénom, et puis on va jouer, vous allez m'épeler les lettres de votre nom et votre prénom jusqu'à ce que je les trouve. Je lui ai sorti son nom, son prénom, les lettres dans l'ordre. Première fois que je le faisais. J'avais pris le truc pour un jeu. Donc, faire de la médiumnité, c'est jouer. Parce qu'on est les enfants, en fin de compte, on joue. Et je lui ai sorti plein de choses comme ça. Il m'a dit, mais comment vous faites? Je dis, je ne sais pas. Je dis, je fais. Alors, on a également les prémonitions, les précognitions et la rétrocognition. Les prémonitions, effectivement, c'est les ressentis sur les choses du futur, précognition également. Et rétrocognition, c'est la capacité à pouvoir capter les éléments du passé. La psychokinésie, ça vous parle? Vous avez sans doute vu des films d'horreur où vous voyez des objets qui se déplacent tout seuls. Donc des fois, peut-être que vous avez des objets qui se déplacent, c'est peut-être vous qui arrivez à les faire déplacer. Alors qu'on pense qu'effectivement, il y a quelqu'un dans la maison. Ça peut être troublant. Ça peut être aussi des fois des esprits qui les déplacent pour vous faire des petits signes. Alors, manifestation des capacités, il y a l'intuition médicale pour effectivement les magnétiseurs, les guérisseurs. Quand on se connecte sur un corps, on a tout de suite la connexion de savoir où se trouvent les points où les gens ont des douleurs ou des souffrances. Moi, ça surprend toujours quand j'ai quelqu'un sur ma table de soins qui me dit « Mais comment vous savez, je ne vous ai rien dit ?» Non, mais je le sais. Parce qu'effectivement, j'ai tous les ressentis. Pouf, je me connecte dessus. Moi, sur mon corps, ça me dit « À cet endroit-là, il y a ça, à cet endroit-là, il y a ça. » Sans expliquer que ça, je dis « Tiens, sur cette cheville, qu'est-ce que vous avez eu ?» Il y a 20 ans, j'ai eu une cheville. Ok. Je dis « C'est votre mémoire cellulaire. »
Tous vos traumatismes sont enregistrés sur votre corps. Même si vous n'avez plus mal, les cellules ont gardé la mémoire. La guérison énergétique, donc effectivement, on sait guérir les choses. Voilà. La lecture d'aura. L'aura, c'est vos corps éthériques, c'est votre enveloppe énergétique sur différents plans, sur différents niveaux. Ça, je ne sais pas faire. Il y en a qui le font, ça, je ne sais pas faire. La psychométrie. Alors ça, c'est des choses qu'on apprend en atelier qui est franchement génial. C'est de mettre un objet dans une enveloppe, enfin un objet ou une photo dans une enveloppe fermée. Et avec vos mains, vous allez passer l'enveloppe entre vos mains. Ça, je l'apprends aux gens en atelier. Les gens sont toujours surpris de ça. Et les gens vont tenter de deviner ce qu'il y a dans l'objet. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais sur un atelier et je dis à la personne, je suis en train de... Je dis, c'est bizarre, je dis, t'as fait brûler de l'encens avant qu'on arrive, alors qu'il n'y avait pas eu d'odeur d'encens quand on était arrivé une demi-heure plus tôt. Il me dit, mais ça sent pas l'encens, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, je vous dis que ça sent l'encens. Et puis, donc, la personne, tout le monde passe en tour, sort ses trucs. Je dis, mais puis chez Morand, j'ai l'impression d'être en Inde. OK. La personne reprend l'enveloppe après que tout le monde. La personne ouvre l'enveloppe. J'ai une divinité hindoue avec des bâtons d'encens qui sont en train de brûler. Voilà. Le channeling, donc ça, c'est la connexion avec les gens qui sont passés de l'autre côté. La géosensibilité. Alors, je vous ai mis Maud Christen, parce que Maud Christen, c'est une médium très connue. Elle a fait des expériences à un moment donné d'aller dans des lieux. On l'a emmené les yeux bandés pour qu'elle ne sache rien de ce qui se passait, avec aussi tous les sens éteints. Et quand on est arrivé dans le lieu, on lui a laissé le bandeau, on a enlevé les oreilles, et c'est de deviner à quoi était destiné ce lieu. Ça a été fait sur une expérience parisienne. Et c'était un ancien abattoir. Et dans les premières choses qu'elle a dit, mais il y a de la souffrance ici, je vois du sang, il y a des choses comme ça. Et tout est sorti. Donc c'est relativement impressionnant. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un sixième sens, donc sans forcément développer ses capacités et d'en faire un métier. Parce qu'effectivement, quand on est dans ces métiers-là, on met du temps à gagner sa vie. Déjà, parce qu'il faut se faire connaître. Et c'est que du bouche à oreille. Mais par contre, au quotidien, quand on a ces capacités-là, c'est une boussole. C'est-à-dire que ça peut vous éviter bien des problèmes, ou pas, parce que des fois, on n'écoute pas les signes. Moi, ça m'est arrivé dernièrement sur un accident de voiture, et pourtant, tous les signes, je les avais, mais je ne les ai pas entendus. Je sors de la dernière émission de radio où je suis avec Patrick Sardet, parce qu'on fait aussi de la radio ensemble une fois par mois. Je vais pour rentrer chez moi, et là, je passe à côté d'un parking. Je roule le long du parking et sur ce parking, il y a une voiture qui est en train de partir et il y a ce courroie de distribution qui est en train de hurler, mais quelque chose d'un malade. Je roule pourtant à 30 à l'heure parce que c'est limité à 30. Je suis en pleine nuit dans une ville maintenant où on éteint les lumières et je ne vois pas, comme il y a ça m'a perturbé aussi, mais comme il y a la voiture avec sa courroie hurlante, il y a une voiture qui arrive là et je n'ai pas vu qu'il y avait la priorité à droite et on s'entrechoque. Je dis, mais Sylvain, on vient de te dire, fais attention, tu ne le vois pas. Alors bien sûr, moi je l'interprète comme ça. Quelqu'un de rationnel l'interprétera autrement, dire, s'il n'y avait pas eu la courroie de distribution, je n'aurais pas eu l'accident. Ce n'est pas faux non plus, mais ce n'est pas mon interprétation. Alors, quand on est, je l'appelle Boubou le premier, vous savez pourquoi ? Parce que Bobo, il est toujours en train de... Ça rumine, ça galope. Votre cerveau, c'est plus de 100 000 pensées par jour. Et quand il est médium, il faut un petit peu dépoussiérer un petit peu tout ça. Parce que notre allié, c'est aussi notre ennemi. Là, en faisant cette conférence, c'est surtout de vous inviter à vous poser les questions. Les réponses, je ne suis pas là pour vous les donner, c'est que vous trouviez vos propres réponses, parce que l'idéal, c'est de trouver son propre chemin dans la vie. Alors, pour être un bon médium, il faut... c'est un mot qu'on entend beaucoup ces dernières années, lâcher prise. Boubou le premier, l'ego, moi. Quand on est dans quelque chose, moi, quand on fait le kéké, il y a peu de chances que ça marche, il faut beaucoup d'humilité. Là, je prends de l'assurance parce que depuis tout à l'heure, ça va un petit peu mieux parce que je maîtrise un peu le sujet, on va dire.
Mais il faut cultiver son bonheur intérieur, la petite flamme qui a tout ce qui est négatif, tout ce qui vous pollue la vie, il faut le mettre dehors, se débarrasser des relations toxiques et faire la paix avec soi-même, parce qu'on n'avance que quand on est en paix. Arrêtez de douter, cultivez sa confiance en soi. Trouvez les outils qui vous correspondent. Parce qu'un médium qui va se former avec un outil, ce ne sera peut-être pas forcément l'outil qui vous conviendra. Et on va dire de courir tous les médiums, toutes les formations, ça ne sert à rien. C'est d'écouter ce qui résonne en vous. Résonne. Ce qui fait sens. Revendiquer son pouvoir de médium, vos ressentis sont justes. C'est compliqué pour un médium de dire « Ok, je suis médium ». Parce que toute notre vie d'enfant, on nous a mis de côté, on nous a repoussés dans nos 25 mètres. Et pour ça, aujourd'hui, effectivement, il existe des ateliers. C'est se former, il existe des écoles. Alors, il en existe une en Angleterre qui s'appelle l'Arthur Findlay College. Donc, j'ai mis UK parce que c'est United Kingdom en Angleterre. Et là, les gens viennent du monde entier pour se former à la médiumnité. Donc, ça parle anglais, mais alors, je veux dire que c'est du monde entier, ça vient. J'ai expérimenté une de leurs méthodes avec quelqu'un qui s'appelle Grégory Perrin pour se connecter. Et alors, on n'est pas en train de se connecter en étant assis, à genoux, machin, en faisant 3 heures de méditation. Hein. Vous savez sur quoi on s'est connecté? Simon and Garfunkel. C'est drôle comme... Et alors, ça matche tout de suite, hein, je peux vous le dire. Le 3e œil, poum, il s'ouvre. Et donc, on vous donne des éléments qui sont... Voilà, on vous donne plein de méthodes et vous prenez les outils qui vous intéressent. Effectivement, il y a la méditation, il y a le développement personnel, parce qu'il faut du développement personnel. On sait qu'on trimballe tous des casseroles dans notre vie et il y a besoin d'évacuer tout ça pour arriver à être soi et être centré. On ne peut être bien en tant que médium que si on est centré et aussi pour pouvoir vous donner des ressentis justes. Parce que souvent, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau, c'est votre pire ennemi. Et c'est vos pensées. Le mental, il est là uniquement pour vous accompagner sur votre chemin et mettre en exercice ce que votre cœur vous dicte. Essayez ça. Et alors là, je vais vous donner un truc, vous allez le faire tous ensemble, pour mettre le mental au repos. Parce que le mental, des fois on en a marre, on a une charge. C'est une des méthodes qui est développée à l'Arthur Findlay College. Alors en France également, il y a aussi l'EDM. C'est une école, donc l'école des médiums France, qui est basée dans le sud de la France. Madame Simonet qui a créé cette école-là. Donc pour des gens qui veulent tester, bon, ça a un coût, mais je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. Effectivement, le développement personnel et la psychothérapie, comme j'ai pu vous le parler tout à l'heure. Maintenant, je vais vous donner le petit exercice qui peut permettre de déconnecter votre cerveau, quelle que soit la situation. Quand vous êtes sur une situation d'urgence, une situation de crise, vous vous sentez agressé. Vous allez tous faire l'exercice en même temps. La langue. Vous allez soit la coller contre le palais ou la poser entre les dents en bas. Et vous allez voir que dans les 30 secondes qui suivent, votre cerveau, il ne pense plus. C'est bon pour vous? Ça fonctionne? Voilà. Alors après, il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus difficile, il faut le tester un petit peu plus longtemps ou à des moments différents. Voilà. Donc on revient sur les outils physiques, donc les outils de divination, la chiromancie, la cartomancie et la bibliomancie. La chiromancie, ça vous parle? Les tâches. Cartomancie, bien sûr, tout ce qui est cartes. Bibliomancie, c'est les livres, c'est-à-dire que quand on pose une question, on prend un livre dans la bibliothèque, on l'ouvre au hasard, on tourne les pages, on va sur une phrase, et souvent la réponse, elle est dans cette phrase. C'est étonnant, mais ça fonctionne. Les cartes, les tarots, les oracles, les pendules, les boules de cristal, les runes. Je passe assez vite sur tout ça parce que vous le connaissez. L'écriture et le dessin automatique, la numérologie, l'astrologie.
Alors, on arrive à un point, moi, qui me plaît bien, parce qu'effectivement, là, on arrive sur le développement personnel. Quand je vous parle de déconditionnement, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a inculqué dans votre vie, tout ça, c'est peut-être pas forcément vrai. C'est pour ça que je vous invite à trouver votre chemin. Pour être un bon médium, il faut passer par du déconditionnement, le développement personnel, se détacher des choses, se détacher des événements, que plus rien n'ait aucune emprise sur vous. Quand quelque chose, par rapport à un événement, a une emprise sur vous, ça résonne en vous, c'est que vous avez encore des choses à régler. La personne en face, si ça vous fait mal, c'est que c'est le miroir de votre émotion. La confiance en vous, faire un travail sur soi, c'est ce que je viens de vous dire, seul ou accompagné, c'est toujours mieux accompagné. Voilà, procéder par étapes, ne jamais aller, ça récapitule un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Trouver son propre chemin, trouver les outils qui résonnent en vous, qui font sens, et savoir faire preuve de discernement quand on est médium. Parce que quand on est médium, il faut aussi faire attention au message qu'on reçoit, parce que le message que l'on reçoit, quelle que soit la personne qu'on a en face, peut pas être perçu, pas forcément perçu dans le sens où on le dit. On le dit avec bienveillance, mais la personne, elle le reçoit avec ses capacités qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc il faut mettre beaucoup de discernement et de détachement par rapport à ça. Je pense à quelque chose en particulier parce que j'ai vécu une expérience ce week-end où effectivement, il y a eu des choses où la personne a été très troublée, des choses qui lui ont été dites, et que je lui dis, je dis, mais attendez, je dis, ok, il y a peut-être ça, mais ça veut peut-être dire ça, mais ça veut peut-être dire autre chose pour vous. La personne l'a peut-être dit dans ce sens-là, mais pour vous, c'est peut-être autre chose. Et quand je lui dis, ah oui, j'ai le transfert de ça à ça. Ok, on est d'accord. Et on arrive effectivement à l'éveil de la conscience. Et quand on a fait tout ce travail-là, il y a de fortes chances que vous commenciez à voir apparaître des synchronicités, des sérendipités et tout ce qui va avec le package du médium. Si l'univers me répondait, tout un programme, demander de l'aide à ses guides et à ses... Les guides, ça répond tout de suite. Je peux vous dire, moi, quand je suis venu ici, alors c'est ma première conférence, je suis un tout jeune médium par rapport à certains, donc c'est vrai qu'il y a encore des réglages à faire. Et jeudi matin, quand je me suis levé chez moi, le matin, je ne mets pas les infos, je ne mets pas forcément la télé ou les infos parce que ça m'agresse. Il y a longtemps que j'écoute plus les journaux parce que tout ce qui est toxique me pollue. Et j'ai plus envie d'être pollué. Et le matin, je mets des musiques un petit peu sympas. Et jeudi matin, sur ma télé, j'ai mis YouTube et j'avais la mosaïque de YouTube qui s'est installée. Et puis juste avant de descendre de ma chambre là-haut, je demande à mes guides, je dis écoutez, ce week-end, je vais à Dieppe. J'aimerais que vous me fassiez un petit signe pour me réconforter et me dire que tout va bien se passer. Au moment où j'allume la télé, je mets la mosaïque de YouTube, j'ai la mosaïque qui vient, et sur une des petites mosaïques, j'ai le visuel de ma carte de visite sur une des petites mosaïques là. Combien y a-t-il de chances sur 1 million pour que la mosaïque de ma carte de visite elle atterrisse là? J'ai dit ok, j'ai ma réponse. J'ai eu la même chose pour le premier salon de la Baule qu'on a fait l'année dernière. Et j'étais en train de prendre mon café devant la porte. Et puis, je leur demande là-haut, je dis, est-ce qu'on peut m'envoyer un petit signe? Dans l'instant qui suit, je vois en face en plus, mon papa avait des problèmes de déplacement. Et je vois juste arriver sur une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. C'est pas mal quand même. Quelqu'un qui, avec une démarche un peu chaloupe et qui marchait un peu comme ça. Et mon papa, sur le main, il était un peu bossé, il marchait exactement comme ça. Et ce monsieur est habillé avec une casquette, comme une bombe de jockey avec une grande visière. C'était exactement la même casquette que papa portait. Une doudoune rouge. C'était la doudoune de papa. Un jean et des baskets blanches. Je dis, ok papa, merci d'être là. Alors que pourtant, pendant toute sa vie, il n'a pas forcément toujours été très présent. Mais quand ils sont sur un autre plan, ça change tout. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément tout le temps évident de reconnaître les signes, mais généralement,
ça répond assez bien. Et on ne peut reconnaître les signes que quand on est au calme dans son esprit. Je veux dire, ça fonctionne super bien, franchement. Excusez-moi, je ne sais même pas quelle heure il est parce que j'ai pris beaucoup de temps. On avait qu'une heure de conférence et ça va, on est bien. Excusez-moi, je prends juste un petit temps de pause. Ma vie d'extrasensoriel. Ça n'a pas été simple tous les jours. Vous voyez la photo de gauche? Vous reconnaissez peut-être, parce que certains d'entre vous y sont allés, au Radour sur Glane. Été 1976. J'ai 7 ans. On part en vacances dans le Massif central. Alors cette année-là, il paraît qu'il y a eu une sécheresse monstrueuse. Nous, on a eu 15 jours de flotte. Et donc, on avait l'habitude, quand on allait en vacances avec les parents, effectivement, c'était des vacances culturelles. Donc, on nous ouvrait l'esprit à beaucoup de choses. Et je les remercie pour ça, parce que c'est eux qui m'ont donné mon ouverture d'esprit. Surtout maman. Et cultiver l'ouverture d'esprit de vos enfants. Et donc, ce jour-là, avant d'arriver dans le Massif central, on passe à Oradour-sur-Glane. On est le matin à l'aube. Et on est dans une ambiance un peu brumeuse. Alors, je ne dis pas, ça fait un peu ambiance de film, des vieux films un petit peu noir et blanc, Simone Signoret, l'atmosphère un petit peu, je vous dis ça, c'est pour vous donner une atmosphère. Simone Signoret, Jean Gabin, ça peut être dans cette atmosphère-là. Moi, je vois ça avec mes yeux d'enfant. Et on est en train de se promener à Oradour-sur-Glane, donc il doit y avoir un dépliant ou quelque chose, je n'ai pas le souvenir de ça, et on nous explique qu'effectivement, Oradour-sur-Glane est un haut lieu de la mémoire de 1939-45 où les Allemands ont tué sur la place du village, rassemblé et tué tous les hommes. Je crois qu'ils étaient en pleine défaite, et puis ils ont aussi rassemblé les femmes et les enfants dans cette église. Et à un moment donné, donc nous on continue à marcher avec ces murs où il y a les vélos accrochés, les casseroles, il y a plein de choses. J'ai encore ces images-là qui sont très nettes. Et on arrive devant cette église où là, ma maman me dit, elle dit à mes frères et sœurs et moi, d'ailleurs pas qu'à moi, que les femmes et les enfants ont été enfermés dans cette église et qu'on a mis le feu et qu'ils ont été brûlés vifs. Et là, à ce moment-là, je dis à maman, ouais, je les entends hurler. Pour vous dire que pour un gamin de 7 ans, le premier contact avec ça, d'entendre ça, surtout quand on est dans une famille où ça n'a pas été, on va dire, il y a eu beaucoup de non-dits par rapport à ça. Parce que chez nous, ça vient de loin. Et ils n'ont pas plus relevé que ça parce qu'effectivement, j'étais un enfant, un empâte, un petit enfant particulier, avec une raison, avec une logique implacable, avec des choses, tout ce qui était moi, le petit médium que j'étais. Et jusqu'à l'âge de 20-25 ans, ça a été très compliqué pour moi. Déjà de trouver ma place dans la famille. Parce qu'effectivement, à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, alors c'est ça qui est assez paradoxal, parce qu'on m'a fait faire de la danse, parce que je voulais faire de la danse. J'ai fait de la musique, j'ai fait plein de choses. Mais à côté de ça, dès que je voulais l'ouvrir dans la famille, on t'entend trop. C'est très ambivalent. Et puis, il y a une rencontre qui sera déterminante, où je rencontre une femme que maman appellera la sorcière, le jour où elle l'a vue. Et cette femme, un jour, je suis en train de... on va aller assez vite parce qu'il nous reste quand même relativement peu de temps. Cette femme va, on va dire, me révéler à moi-même. Et s'il y a certains qui ont vu la vidéo de présentation qui parle un petit peu de qui je suis, je parle de ça. Et cette femme m'a dit, OK, tu as un don, ce que je considérais à l'époque comme étant un don, et ce qu'aujourd'hui je considère comme étant des capacités. Et ce jour-là, j'ai commencé, je pouvais être assis à côté de vous, et puis vous sortir votre passé, votre présent, votre futur, sans support, sans rien. Je posais ma main, les douleurs s'en allaient, sauf que c'est moi qui récupérais tout. Je ne savais pas le travailler. Ça a failli me rendre fou. J'ai passé l'été le plus horrible de ma vie. Et puis, il s'est passé sur cet été-là aussi, j'ai vécu sur cet été-là ma première sortie de corps.
Alors ça, c'est un truc qui est très sympa à faire, mais on ne contrôle pas forcément trop. Je suis en train de dormir, et ce soir-là, je m'endors, et tout d'un coup, au moment où je m'endors, je m'en sens m'enfoncer dans le sommier, et je sens quelque chose qui me tire vers le haut. Et tout d'un coup, en l'espace d'une fraction de seconde, je me retrouve collé au plafond. Je regarde en dessous et je vois mon corps. J'ai pas eu peur, hein. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'ai commencé à aller me promener. J'ai passé toute ma nuit à aller me promener. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec ce souvenir-là. 2 jours plus tard, j'étais invité chez l'ami de la sorcière. Enfin, je l'appelle comme ça, c'est pour que vous ayez une image. Ce n'est pas une sorcière, mais voilà, c'est pour vous ayez cette image-là. Et en faisant tout le trajet, alors que je n'avais jamais pris cette route-là auparavant, mais c'est bizarre, je suis déjà passé par là. Tiens, j'ai déjà vu cet arbre-là. Tiens, je vais... Et j'arrive à la maison, hop, je tourne sur la gauche, il y a une grange. Tiens, mais je la connais, cette maison. Bizarre. Je vois la maison, il y a encore un, je dis c'est marrant, je suis déjà venu. Alors je ne connais pas, je suis déjà venu. Et au moment où je rentre dans la cour, il y a 2 chiens qui sortent, qui aboient. 2 gros molosses, hein, des chiens hauts comme ça. Et des chiens qui habituellement, apparemment, ne laissent personne rentrer. Là. Au moment où je dis, je vais me faire bouffer, je dis, oui. Et j'ouvre la portière. Et au moment où j'ouvre la portière, les 2 chiens s'accroupissent, s'assoient. Waouh! Je rentre à la maison et je dis je vais voir donc la personne qui était, et je lui dis, c'est bizarre, je dis, je suis jamais venu, mais j'ai l'impression d'être déjà venu. Elle me dit, ouais, tu es venu il y a 2 jours. Elle me dit, les chiens me hurlaient toute la nuit. Je dis, ok, je comprends. J'avais fait un petit déplacement, j'étais allé me promener 2 jours avant l'invitation que j'avais reçue. J'avais fait le trajet. Voilà. Et puis, après cet événement-là, j'ai été pendant plus de 20 ans à voir... j'ai refermé la porte parce qu'effectivement, c'était ce que je considérais comme une boîte de Pandore. J'avais ouvert la boîte de Pandore. J'avais ouvert l'interdit. Et donc, j'ai refermé cette boîte de Pandore et j'ai dit, plus jamais, jamais, jamais. Si c'est ça, je ne veux plus en entendre parler. Et ça m'a rattrapé en 2013. Quand je suis revenu sur Saint-Nazaire, je ne suis pas originaire de Saint-Nazaire, je suis originaire de Rennes, où je suis revenu pour ma carrière professionnelle. J'avais démarré ma carrière professionnelle à Saint-Nazaire et je suis revenu à Saint-Nazaire. Et dans cette période-là, j'ai commencé à faire du développement personnel, à essayer de me chercher un petit peu, à trouver qui j'étais et à essayer de comprendre certaines choses. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand je suis revenu à Saint-Nazaire, j'ai commencé à me poser des questions, me dire, mais c'est bizarre, on me ramène au point de départ. Il y a quelque chose à comprendre. Et c'est là que tout a redémarré. Je me suis retrouvé dans une colocation. Quand j'avais démarré ma carrière à Saint-Nazaire, je travaillais en restauration, j'allais dans une salle de sport. Je termine cette expérience-là. Je reviens 20 ans après. Je suis dans une colocation. Il y a un jeune homme qui vient, qui reste 3 mois, et qui, en partant, me donne sa carte de club de sport. Saint-Nazaire, c'est une ville de 60 000 habitants. Il y a 6 ou 7 salles de sport. Vous voyez où je veux en venir. Ce jeune homme reste 3-4 mois. En partant, il me donne, donc il avait un abonnement de 12 mois, il me donne sa carte de club de sport. Il me dit, tiens, Sylvain, je te la donne. Je dis, non, mais t'es malade, vu le montant qui reste. Il me dit, non, t'inquiète, c'est pas grave. Ok, je te remercie. Le soir même, je vais à la salle de sport avec une nana de la coloc, puisqu'elle était aussi dans ce club de sport-là. Et en arrivant devant le club de sport, je dis, mais je le connais, ce club de sport. C'est le club de sport où je venais faire du sport il y a 20 ans en arrière. Synchronicité. Et cette synchronicité, elle est encore plus formidable que ça, parce que ce jeune homme, c'est le fils d'une personne avec qui j'avais fait la connaissance sur Facebook à une époque où j'étais restaurateur. Et cette personne, je l'avais connue sur Facebook. Et ce que je trouve étonnant, il y a combien de chances que quelqu'un que je connaisse 4 ou 5 ans auparavant, son fils se retrouve 4 à 5 ans après, dans la même coloc que moi, me donne la carte du club de sport dans lequel j'allais faire du sport 20 ans auparavant. Truc de fou. Il n'y a pas de hasard.
Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, ben, OK, il y a des choses qui se passent. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tout est revenu au fur et à mesure. À un moment donné, un jour, je me suis dit, tiens, je suis en train de rouler, je me dis, tiens, la maison qui est à côté, là, je dis, dans 3 semaines, elle est en travaux. 3 semaines plus tard, la maison, échafaudage, maçon, entreprise, travaux. Oh, je dis, ça marche. Je dis, tiens, on va recommencer, on va voir, tiens. Oh, tiens, je dis, celle-là, pouf, rebelote. Et sur 5-6 comme ça, je dis, bon, c'est pas le hasard. Et effectivement, tout s'est mis en place petit à petit, au fur et à mesure, et c'est un truc de fou. Je vous dis, c'est un truc de malade. Jusqu'à la prédiction où effectivement, je dis à un ami un jour, qui a été mon psy à un moment donné, et je lui dis, tiens, tu es en train d'écrire un bouquin. Ce bouquin, il est sur une petite maison d'édition. Mais ce n'est pas la maison d'édition sur laquelle tu... Donc j'en suis pas sans rien. Hein. Ce n'est pas la maison d'édition pour laquelle tu l'as envoyé qui va l'éditer. Je dis ils font faillite. Et c'est une maison d'édition qui a la lettre G dans son nom qui rachète. Je le revois 2 mois plus tard. Et il me dit effectivement, tu avais raison. La maison d'édition a fait faillite. Gallimard rachète la maison d'édition. Il n'a pas édité le bouquin avec Gallimard parce que les conditions que lui proposait Gallimard ne lui convenaient pas. Donc il a récupéré son bouquin. Il l'a fait en auto-édition. Voilà. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce monsieur m'a dit, mais vas-y, fonce. Voilà, je vous ai mis ces petites images parce qu'effectivement, il y avait l'histoire de la sortie de corps, la boîte de Pandore, et qu'effectivement, voilà, et le développement, je préfère que les images parlent souvent d'elles-mêmes. Tiens, coucou Mao, t'es là, toi, mon chat. Alors, j'ai une histoire aussi avec ce chat parce que ce chat, il est arrivé dans ma vie par hasard, mais le hasard, je n'y crois pas. Le hasard n'existe pas. J'ai eu ce chat qui est arrivé dans ma vie à l'époque où j'étais dans la coloc et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de reprendre un animal. J'avais une copine qui avait un husky blanc qui était la même couleur que Mao, tiens. Et ce husky était d'un calme olympien. Et là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Et ce chat est arrivé tout petit, 2 mois et demi. Miaou, 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 miaou. Et ce chat est devenu mon compagnon de vie. Je peux vous dire qu'il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Il m'a fait pendant une semaine une fugue. Et du coup, je me suis dit, non, je dis, vu qu'on est connecté, parce que je vous la fais en rapide, hein, vu qu'on est connecté, je dis, je vais essayer de le faire revenir. Et un soir, je m'endors en pensant à lui. Et dans le nez, j'ai une odeur et j'ai froid. Je suis transit froid en me connectant sur lui. Et dans le nez, j'ai l'odeur des sous-bois. Vous savez, l'humus, les feuilles en décomposition. Le lendemain matin, je me lève à 4 heures. Et j'avais l'habitude de travailler loin, donc je me levais de bonne heure pour aller travailler. J'ouvre la porte de l'appartement. Après 1 semaine d'absence, Mao était là. Je l'ai pris dans mes bras. Et devinez l'odeur qu'il avait dans le poêle. L'odeur de la forêt. Et puis, à côté, vous avez Isabelle avec son petit gribouille. Alors ça, c'est autre chose aussi. C'est un animal qui s'est perdu. Je n'avais jamais fait non plus. C'est un animal qui s'est perdu. Vous voyez d'ailleurs, il y a les petites baguettes, là, que vous voyez dépasser du sac, qui sont aussi les fameuses baguettes qu'utilisent certains sourciers. Moi, j'étais au pendule. Et ce chat était absent pendant 1 semaine. Et Isabelle m'appelle, d'ailleurs, Patrick la connaît aussi. Isabelle m'appelle et me dit, Sylvain, où j'avais vu passer sur les réseaux, elle avait fait passer Greenwood. Donc du coup, je crois que c'est moi qui l'ai appelé. Je dis, écoute, Isabelle, je dis, redonne-moi ton adresse. Je dis, je vais aller regarder sur la tablette avec le pendule si je peux arriver à le géolocaliser. Je n'avais jamais fait. Et du coup, j'y suis allé sans penser à rien. Mon pendule, je le mets, je géolocalise l'adresse. Et je lui dis, mais ton chat, il est à 2 pâtés de maison de chez toi. Il n'est pas perdu. Quand je me connecte dessus, il est au chaud, il est dans une maison. OK. Et il y a d'autres personnes qui sont intervenues pour lui dire, qui lui ont dit des choses équivalentes. Et qui, à un moment donné, lui ont dit, mais ton chat, il est mort, on n'arrive plus à se connecter dessus. Et là, elle me rappelle, elle me dit, Sylvain, il faut que je t'aide parce qu'on m'a dit qu'il était mort. Je dis, attends, j'y retourne.
Et là, j'avais plus du tout la même sensation. Je dis c'est marrant, je me connecte dessus, j'ai froid. Je dis ton chat, il a été foutu dehors. On devait être le lundi. Je dis écoute, c'est pas grave, je dis mercredi, je travaille pas. Je dis on déjeune ensemble, après déjeuner, on va le chercher. Et alors, je suis allé au pendule, elle avec ses baguettes de sorcier, et avec le pendule, il y avait pourtant du vent. Hein, le pendule, il n'a pas bougé, il a répondu à chaque fois. Et on avait les petites affiches de recherche du chat. Et à un moment donné, on fait tout le trajet, je passe, je dis est-ce qu'il est passé là? Donc je tourne avec le pendule, à chaque fois ça me répondait oui, ça me répondait non. Donc quand ça répondait oui, on prenait la rue, quand ça n'a pas dit non, on passait à l'autre. Et on est allé, on a fait tout le tour et on s'est retrouvé 2 pâtés de maison derrière. À un moment donné, on voit une dame un peu en hauteur, donc ça c'est sur la Baule, et qui nous voit et dit vous cherchez quelque chose? Et là, j'ai la photo de Gribouille, parce qu'il s'appelle Gribouille, la photo de Gribouille dans la main. Et je lui dis oui, ce chat a disparu depuis une semaine. Et je lui dis on sait qu'il est géolocalisé. Je ne lui ai pas dit comment. Je lui dis on sait qu'il est géolocalisé dans le secteur, on le cherche. Et là, la dame me répond oui, il est là, il y a 2 jours, je l'ai vu, il est dans la maison juste au-dessus. Donc vous imaginez bien la réaction de sa maîtresse. Quand elle a couru, elle est allée, elle a appelé Gribouille, 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 Gribouille. Et Gribouille, on l'a entendu, elle a fait miaou, miaou, miaou. Et Gribouille était là. Je peux vous dire que moi, ça me dit OK. Et j'y suis allé sans aucune attente de rien et j'ai travaillé là-dessus. Voilà. Je voudrais vous remercier d'avoir été présent, d'avoir été là. Je voudrais vous présenter quelques médiums dans les plus connus en France et à l'étranger. Maude Christen, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. J'espère la rencontrer un jour. Et puis, il y a ce jeune homme tout là-haut, Tyler Henry. Si vous avez Netflix, je vous invite à aller le voir. Il est bluffant. Il fait des lectures d'âme et voilà. Bien sûr, le fameux Nostradamus que tout le monde connaît, ça c'est indéniable. Maude Christen, là où je viens de vous le dire. Yagel Didier. Alors ça, dans les personnes qui sont un peu plus âgées, ça va vous parler. Parce que c'est une personne qui était médium maintenant. Elle doit avoir, je ne sais pas si elle est toujours parmi nous, je crois que oui. Mais elle doit avoir un certain âge maintenant. Il y a Patricia Daré, journaliste sur Radio France. Et puis, il y en a une qui s'appelle Anne Tufigo, qui est franchement bluffante. Voilà. Alors, je voudrais aussi vous présenter les ouvrages sur lesquels je me suis un petit peu appuyé pour étayer la thèse que je vous ai proposée aujourd'hui. Il y a Les morts sont parmi nous, l'extraordinaire témoignage d'un médium. Donc ça, je vous laisserai le découvrir pour ceux qui veulent le découvrir. Libérer le médium qui est en vous, de Fabienne Buet. Bien évidemment, Christophe Fauré, parce que ces bouquins, c'est des compagnons de vie pour moi. Et puis, il y a le manuel pratique des pouvoirs sensoriels de Karen Frazier, c'est une américaine. Très beau manuel qui donne des choses simples et efficaces pour pouvoir trouver son chemin. Et puis, il y a Philippe Roux, Comment communiquer avec les défunts, 6 méthodes innovantes pour se connecter avec l'au-delà. Alors, ce mec-là, à la base, c'est un chef d'entreprise, quelqu'un de très cartésien. Ça lui est tombé dessus par hasard, même si le hasard n'existe pas. Ce monsieur a fait un stage de respiration, je crois que c'est la respiration holotropique. Et alors, le jour où il a fait cette respiration, poum, tout s'est ouvert. Il a commencé à avoir des sensations. Il a revendu son entreprise au bout de quelques années et aujourd'hui, il ne fait plus que ça. Bien sûr, effectivement, la méditation, donc Christophe André,
Ça, on ne peut pas passer à côté. Qui a écrit un bouquin qui est 3 minutes à méditer pour cultiver, on va dire, le côté positif et lâcher la noirceur qui peut être parfois en nous. La pensée positive de Norman Vincent Peale, bien évidemment Natasha Calestrémé, qui a écrit 2 bouquins. Je vous conseille les 2. Trouver sa place, parce qu'il y a des gens pour qui ça a été compliqué de trouver sa place, notamment moi. Et ce deuxième qui est La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Et puis il y a Khalil Gibran, le prophète. Alors il y a peut-être un petit côté, mais c'est quelqu'un qui est pourtant d'une obédience différente de la nôtre, mais alors c'est quelqu'un d'une sagesse énorme. Alors, on passe aux questions-réponses. Je voudrais vous remercier de votre attention, de nous avoir accueillis à Dieppe, parce qu'en 3 jours, j'ai vécu des expériences magnifiques. D'ailleurs, j'aperçois un petit visage là, juste dans ma diagonale. Je crois qu'elle se reconnaît. Il y en a plusieurs aussi. Vous m'avez fait vivre une expérience formidable. Et je dirais merci, la vie, de vous avoir mis sur mon chemin. Merci à vous. Je vais essayer de voir si je peux rallumer un petit peu la salle pour voir s'il y a des questions-réponses. Je vais juste prendre mon téléphone, excusez-moi. On va peut-être déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Lustre. Ah, ça fait du bien de vous voir. Je vous ai imaginé depuis tout à l'heure, donc ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ou pas? Madame. Et si d'autres personnes ont des questions, je vous demanderai de vous passer le micro. Il est allumé. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'avais un petit peu plus près. J'avais 2 questions. Oui. La première, c'est que j'ai eu 2 expériences. Micro devant la bouche. Donc j'ai eu une expérience il y a quelques années. Oui. Parce que moi je suis très peureuse de base. Hein. Vous êtes très peureuse de base. D'accord. En fait, je dormais et j'ai eu une sensation de quelqu'un qui m'observait. Ouais. Et quand j'ai ouvert sans ouvrir les yeux, j'ai vu une grand-mère à côté de moi que je n'avais jamais vue. Elle était assise, mais il n'y avait pas de chaise. Et en fait, elle était habillée avec une coiffe, mais vraiment habillée dans l'ancien temps. Ouais. J'ai pas voulu en parler à mon mari au début parce que je me suis dit il va dire que je suis folle. Folle, peut-être. Et après, moi, je me suis dit, j'habitais à côté d'un cimetière. Ensuite, un peu plus tard, j'en ai parlé à mon mari et il m'a dit qu'il avait vu la même personne, sauf que lui, il l'avait vue debout. Et en fait, on connaissait pas cette grand-mère, en fait. Le plus simple moyen, c'est de lui demander. Mais on n'habite plus à... Vous n'habitez plus. Non. Donc, quand il vous arrive, ce que je répondrai à ça, c'est que quand il vous arrive quelque chose comme ça, il ne faut pas en avoir peur. Parce que quand c'est quelqu'un qui vient au contact, c'est généralement quelqu'un de bienveillant. Si ça avait été un esprit malveillant, vous auriez eu d'autres manifestations de ce genre-là. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit en lien avec la maison, soit en lien avec vous. Voilà. Il n'y a jamais eu d'autres manifestations que celle-là. Il n'y a pas eu des choses qui ont bougé, il n'y a pas eu des robinets à s'ouvrir, des portes qui se ferment. Non. D'accord. Et on a eu la même personne, mais pas au même moment.
Mais elle n'a pas parlé, elle n'a pas... Alors c'est un appartement... C'était une maison. Une maison que vous avez fait construire ou que vous... Non, on était locataire à ce moment-là, mais on habitait à côté d'un cimetière. Alors c'est possible que ce soit une personne qui est habitée dans cette maison. C'est une hypothèse. Hein. C'est possible que ce soit une personne qui est habitée dans cette maison et que la personne, l'âme, est encore là. Tout simplement, elle n'a pas trouvé le chemin pour pouvoir... Une personne qui n'a peut-être pas su qu'elle était morte, et elle est là et elle se pose peut-être des questions, lui dire mais je suis dans ma maison, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, quoi. Mais il n'y avait pas de méchanceté, elle était non, on est d'accord. On est d'accord. Moi, je connais quelqu'un dans sa maison. Quand ils l'ont acheté, la personne a aussi les capacités. Il a discuté avec lui, donc ils ont su qu'il s'appelait Maurice. Mais quand ils étaient dans la maison, ils étaient tous en bas, la famille en train de manger. À l'étage là-haut, il était en train de tirer la chasse d'eau et ouvrir le robinet. Et c'était Marcel, et il vivait sa petite vie. Donc vous imaginez bien que quand vous avez du monde à manger, tout le monde est en bas et qu'il n'y a personne en haut, il dit mais Greg, il y a quelqu'un là-haut. Ah non, t'inquiète pas, c'est Marcel, c'est l'ancien occupant de la maison. Voilà. Mais c'est possible que ce soit sur quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Et il y a un jour où j'ai fait un rêve, où j'ai vu ma grand-mère discuter avec d'autres petites vieilles, mais que je n'avais jamais vues. Et entre deux, j'avais mon grand-père qui était en réanimation. Ouais. Et dans mon rêve, elle disait aux petites grand-mères les filles, je vous laisse, je dois aller récupérer mon mari. Et en fait, mon grand-père est mort. Je vous ai envoyé un message. Dans les quelques jours qu'on suivit. Vous étiez connecté. Vous étiez très proche de votre grand-mère? On ne la voyait pas souvent, mais quand on la voyait, on adorait la coller, lui faire des câlins. Elle est venue vous prévenir que papy, il allait la rejoindre, tout simplement. C'était bizarre. J'ai beaucoup de sensations, mais j'arrive... Comme je suis un peu peureuse, j'ai peur de... Alors, ce qui vous bloque, c'est vos peurs. Ouais. Quand je vous disais tout à l'heure, revendiquer son pouvoir de médium et développer sa confiance en soi. C'est plus on va être dans quelque chose où, effectivement, on ne va plus être dans du mental, on va être dans quelque chose... Voilà, et il faut se débarrasser un petit peu de tout ce qui nous gêne pour arriver à développer ça correctement pour que les informations soient claires. Mais après, je vous rassure, elles ne sont pas forcément tout le temps là non plus. Hein. Mais comment dépasser ces peurs, en fait? Parce que moi, en fait, j'ai peur de voir les choses, en fait. Oui. Entre faire un rêve... La peur n'évite pas le danger. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous dites que la personne est bienveillante, il n'y a pas de peur à avoir. Au contraire. C'est de développer la confiance en soi, de dépasser, de sortir de sa zone de confort. On n'est pas habitué à ça. Hein. On a reçu une éducation où il fallait rentrer dans les cases. Moi, je ne suis jamais rentré dans les cases. Ma mère m'a dit « Putain, t'es chiant parce qu'on n'arrive pas à te faire ce qu'on veut. » Je dis « Oui, je sais, maman, je suis rien emmerdeur. » C'est vrai. Voilà. Mais faites-vous confiance. Si jamais ça se reproduisait... Alors, dans les rêves, pourquoi ça se manifeste dans les rêves? Parce que dans les rêves, on est sur une phase de sommeil qui est paradoxale et le cerveau n'est plus dans la rumination, là. On est dans la connexion et on est connecté avec la source. Et c'est effectivement le moyen qu'ont les entités pour nous envoyer un message. Moi, un jour, ça m'est arrivé aussi avec ma grand-mère, qui n'avait pas son permis, et pendant mon rêve, elle est en train de conduire ma voiture. Je la regarde, je dis « Mamie, qu'est-ce que tu fous là ?» Et puis, à un moment donné, il y a un truc sur le bas-côté de la route, et on est en train de, dans l'image que j'ai, hein, on est en train de conduire, je suis en passager, et voilà. Et donc, je vais pour repositionner ma main sur le volant, et au moment où je repositionne le volant, alors mamie, c'était une crème, hein, elle me repousse la main et m'a dit « T'inquiète pas, je gère ». Alors que ce n'était pas du tout sa façon d'exprimer, mais l'entité que j'avais, c'était l'énergie de ma grand-mère qui était là. Je dis « Ok, mamie, j'ai compris, je sais que tu es là pour m'accompagner ». Des fois, il n'y a pas de message, c'est juste pour nous dire « Ok, on est là et on vous suit », tout simplement. Il n'y a pas toujours les messages. Hein. D'accord. Merci. De rien. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Vous ne pouvez pas faire passer le micro? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour cette conférence et je vous ai trouvé très courageux. Ça n'a pas été facile pour vous étant hyper sensible. Ça a été, mais je me faisais plus de... disons que j'ai travaillé sur moi pour être là et ça a été... Une fois, vous savez qu'une fois qu'on est parti, quand on fait dans ce qu'on aime, il faut que les choses se passent super bien. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a 2 jours. En tout cas, félicitations. Il m'a dit, vous allez voir, ça va être... Voilà. Donc je me suis calé sur ça. Merci Annie. J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe pour l'âme quand le corps physique meurt, donc entre la mort et sa prochaine incarnation? Alors, donc quand le corps physique, vous dites? Oui.
Alors, le corps physique et l'âme sont deux choses bien distinctes. L'âme, c'est notre conscience, c'est notre moi supérieur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne l'affirme pas, mais je continue dans le principe de la théorie dans lequel on était. Notre âme, elle s'incarne, elle se désincarne et elle se réincarne. Mais les douleurs physiques, elles sont là. Quand on passe de l'autre côté, déjà d'une, tout ce qui est, on va dire, des sentiments négatifs. De l'autre côté, ce n'est que pure énergie. Et la pure énergie, c'est quoi? C'est de l'amour. Ce n'est que ça. Il n'est plus question de sentiments. D'ailleurs, si vous lisez le bouquin de Christophe Fauré, c'est ce qui ressort. Il n'est plus question de méchanceté, de trucs négatifs, de choses comme ça. Et effectivement, quand il y a des tumeurs, des douleurs, des choses comme ça, ça reste avec le corps. Où c'est un peu plus difficile pour les gens de passer de l'autre côté, c'est les gens qui sont décédés des suites de maladies avec des troubles cognitifs. Parce que là, ça touche l'âme en plein cœur. Et souvent, c'est des âmes qui ont du mal à passer de l'autre côté, ce qui a été le cas de mon papa. Parce que mon papa, il est venu se coller sur moi. Moi, je me suis retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, l'été dernier, où j'avais des douleurs qu'on peut avoir à un certain âge, qui sont dues à l'âge, l'arthrose, choses comme ça. Et avec beaucoup de mal à me relever, et puis très fatigué, machin. Et je vais chez ma copine, là, Isabelle, qui est géobiologue, et qui fait de la géobionutrition. Et elle a une antenne de Lécher. Ça parle peut-être à certains. L'antenne de Lécher, c'est une antenne comme c'est la baguette moderne des sourciers. Et ça vibre sur certaines fréquences. Et donc, elle me pose un appareil qui est en lien avec l'antenne de Lécher dans la main. Et elle passe l'antenne de Lécher devant moi. Elle me dit, tu as une entité sur toi. Je dis, je le savais, mais je ne voulais pas... Voilà. Et effectivement, on a fait un travail ensemble avec un bouquin de Dorine Virtue, donc je vous invite à la voir, qui s'appelle « Les archanges et les maîtres ascensionnés ». Et il y a un poème qui est en lien avec ça. Et effectivement, au moment où j'ai commencé à lire ce poème, j'ai mon corps qui s'est tétanisé. J'étais à 10 cm du mur. Je me suis retrouvé plaqué contre le mur, un petit peu comme dans le film Carrie. Je vous le dis, et le corps qui est devenu dur comme du bois. Et mon père ne voulait pas lâcher. Je dis, papa, il faut que tu lâches, tu es passé de l'autre côté. Je dis, il est temps pour toi, il y a 5 ans que tu es parti. Je dis, s'il te plaît, laisse-moi la paix. Et au moment où il est parti, poum, mon corps, paf, je suis tombé. Alors, toutes mes douleurs, mon corps de petit vieux, je ne l'avais plus. Truc de malade. Donc, c'est pour vous dire que pour eux, c'est un petit peu plus difficile. Après, sur le corps physique, effectivement, voilà, quand on passe de l'autre côté de la lame, je ne peux pas expliquer comment c'est de l'autre côté parce que personne, alors si on vous dit c'est ceci, c'est cela, c'est le mental et c'est l'ego qui parle. Personne de l'autre côté n'a donné l'information quelle était l'organisation qu'ils avaient de l'autre côté. Vous pouvez lui passer le micro ? Et j'espère avoir pu vous répondre. Ou du moins, c'est ma réponse qui... Voilà. Je disais dans le film No Solar, c'est de Chico Xavier, le médium brésilien. Il a fait un très beau film et écrit un beau livre là-dessus. Oui. Sur la vie après la vie. Tout à fait. Voilà. Vous vouliez dire, madame ? L'auteur de... j'ai plus le poème, je crois que c'est Azaziel, je crois, je crois que c'est ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mais merci à vous. Je vous en prie. Je m'appelle Florence, Enchantée, je suis médium. Florence. Et je voudrais savoir comment je peux faire dans un repas, quand je suis dans un repas. Quand je suis dans un repas, je suis invitée quelque part. Oui. Il y a des gens parfois que je ne connais pas. Et là, j'ai des défunts qui viennent me voir en me disant, s'il te plaît, tu peux leur dire ça, Et je ne les connais pas. Donc je ne sais pas comment aborder ces gens. C'est toujours un petit peu délicat. Parce que quand les gens ne sont pas en demande, c'est exactement la même chose que quand vous faites des révélations à quelqu'un, quand vous faites de la voyance, ou quand vous dites à quelqu'un, il va t'arriver ci, il t'arriver ça. Mais de quel droit vous lui dites ça ? La personne, elle ne vous a rien demandé.
Mais ils insistent. Mais alors à ce moment-là, vous lui répondez à ce moment-là mentalement, ok, donne-moi le message. Dès que je peux, je le transmets. Parce que c'est lourd. Oui, on est d'accord. Vous pouvez couper les connexions. Hein. Oui. Donc simplement mentalement, de façon mentale, en leur disant, ok, à ce moment-là, je ne suis pas disponible, merci de ne pas me déranger. Comme si vous mettiez sur répondeur. Mais mentalement, c'est. Il y en a qui veulent pas. Oui, ben, vous leur mettez un coup de pied. Vous leur mettez un petit coup de pied dans le. On peut faire ça. Voilà, mais c'est vous qui décidez quand est-ce que vous avez la connexion. Et ça, effectivement, si vous avez du mal à ça, ça passe par les formations, ça passe par l'ancrage, ça passe par la protection énergétique. Ça, j'ai fait. Et c'est vrai qu'il y en a. Okay. Mais je me reconnais beaucoup. Ouais, mais beaucoup. Beaucoup. Je sais parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et je pense que les gens, quand ils ont vu sur la presse le thème de la conférence, je pense qu'ils sont venus me voir pour ça. Et j'ai eu de très beaux échanges et je vous remercie franchement de ça. Mais c'est vrai qu'en France, on a 20 ans de retard sur la Suisse, sur les États-Unis. Je vous dis, c'est franchement, voilà quoi. Je me revois encore il n'y a pas longtemps tomber sur une émission de Jean-Luc Delarue où on nous disait, où on mettait les gens au pilori, parce que sur cette émission, c'est là où il y a une médium qui est en train de lui donner, à Jean-Luc Delarue, elle lui tient la main, elle est en train de lui donner le nom de sa mère, le nom de famille, elle lui donne tous ces noms-là, et lui, Jean-Luc Delarue, lui répond, ouais, c'est dans la presse. Vous pensez, alors moi je me suis pensé, mais vous pensez qu'un médium, il n'a qu'à ça à faire, d'aller chercher dans la presse, d'aller chercher les trucs pour vous sortir ça? J'ai dit, c'est quoi l'intérêt? Je me suis dit, j'ai aucun intérêt. Je me suis dit, mais il est franchement trop con ce mec. Oui, j'ai eu ça, on m'a dit que j'allais voir sur Facebook. Ouais, mais on a autre chose à faire. Hein. On a autre chose à faire. C'est vrai qu'effectivement, c'est très facile. Alors là, justement, c'est les charlatans qui vont effectivement dire, bah tiens, oh bah, avant, bah tiens, bah attends, on va aller voir ce qui se passe sur Facebook, et puis on va dire, bah l'autre, bah tiens, Marine, elle a accouché, et puis bah, elle vient en consultation. Ah bah, vous avez eu un bébé. Bah oui, c'est normal, c'est sur tous les réseaux, effectivement. Mais moi, ma vie, vous savez, actuellement, je rénove une maison, je suis auxiliaire de vie, et je suis office d'aide-soignant, et je suis à côté de ça médium. Donc j'ai autre chose à foutre que d'aller m'amuser à aller regarder ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est... Mais voilà, c'est clair et net. Hein. Merci. Merci. Quelqu'un veut intervenir? Une petite chanson? Oui, si vous pouvez faire passer. Non, il y avait madame? Yeah. Ben moi, je suis très heureuse d'être venue pour déjà vendredi. Oui, merci à vous. Très bon échange. D'avoir rencontré très bon échange. Ouais. Et puis un éclaircissement par rapport à plein de choses. Et puis juste une question, je revenais par rapport à la dame qui disait qu'on lui donnait des messages à transmettre. Et c'est vrai que parfois, il faut, je le ressens comme ça. Il faut se dire, l'autre n'est peut-être pas prêt à recevoir ce message. Et il faut peut-être dire, j'ai quelque chose à te dire, tu n'es pas obligé de le recevoir, mais de dire, est-ce que tu es capable d'entendre des choses? Ça. Mais peut-être aussi une réticence à ce moment. Mais peut-être pas le faire non plus devant tout le monde, parce que ça peut être quelque chose de très personnel, de très intime, et ça peut être perturbant. Voilà, tout à fait. Et puis, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à M. Delarue. Oui. Par rapport aux informations que l'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des informations qui sont des informations qui datent de 40, 50, 60 ans, qui ne sont connues de personne, et notamment des faits de guerre. Oui. Hein, ça, c'est des choses qui ont été tues pendant des années et des années, et qui peuvent justement être retransmises par nos défunts, pour des personnes qui voudraient avoir une information particulière, parce que je pense, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, c'est que je pense que quand ils sont là-haut, nos défunts, ils ont envie de communiquer, plus ou moins, selon leur envie, mais ils ont envie de dire des vérités, ils ont envie de dire, je dis quelque chose, mais aimez-vous. C'est souvent de l'amour. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas pour dire on va faire la bagarre, on va faire la bataille. On n'est plus dans ça. C'est réconciliez-vous. Parce que c'est de l'amour qu'il faut avoir sur Terre et non pas. Ils peuvent des fois donner une indication sur quelque chose, par exemple, moi je sais que j'ai eu le cas sur une médiumnité. Je sais que mes connexions ne fonctionnent pas forcément toujours bien, mais c'est un peu comme le téléphone, des fois le réseau il est un peu encombré.
Et j'ai eu effectivement... j'ai pas ça, j'ai plus voulu en venir, du coup, j'ai perdu le fil. Sur une histoire de succession, où effectivement, de leur vivant, ils s'étaient fait une donation. Et il y avait un papier qui avait été fait, donc le mari avait fait un papier parce que voilà, c'était lui qui gérait les papiers. Et à un moment donné, il a voulu refaire le papier et il est décédé. Enfin, le papier, il est décédé. Et quand il est décédé, le papier, ils ne l'ont jamais retrouvé. Le papier avait disparu. Et il y a effectivement, donc moi, cette personne-là, donc c'est la personne dont je parlais tout à l'heure, je me suis occupé de sa maman, il y a eu l'histoire de la fille il y a 3 ans qui s'est incarnée. Parce que je lui ai fait un truc qui n'était pas mal non plus, enfin je lui ai fait, il y a eu une belle connexion, on va dire, là-dessus. On est allé regarder, et effectivement, le mari est venu en communication, et j'ai vu des mains qui déchiraient le papier. Et il me dit, je l'ai déchiré, j'ai pas eu le temps de le refaire. Et j'étais la 2e personne à lui dire ça. Donc ça l'avait mis dans... Et ça avait... Alors, et cette histoire, ça avait comme quoi, quand il y a des choses, ça peut créer des problèmes dans les familles, parce que la maman croyait que c'était le fils qui était vivant, qui avait... pour pouvoir récupérer l'un, alors que pas du tout. L'équilibre harmonieux dans les familles, entre amis, etc. Et juste une question aussi, oui. Par rapport à nos êtres chers qui ont disparu. Moi, j'ai eu cette expérience. Et c'était au niveau religieux. Oui. Je me suis dit, mais est-ce que c'était une personne qui était musulmane, qui voulait intervenir? Et je me dis, mais dans cette religion, c'est possible? Mais enfin, on m'a répondu, je ne sais pas si c'est vrai. Il me dit, de toute façon, là où il n'y a pas plus de religion. Les religions, c'est un dogme, c'est quelque chose créé par l'homme. Voilà. Jésus, il a très certainement existé, oui. Mais il est amour. Il est le premier des médiums et le premier des guérisseurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Oui. Voilà. Donc on lui fout un peu l'épée à celui-là parce que je pense qu'il a assez souffert sur sa croix. Oui. Et que voilà. Et c'est quelqu'un qui, je pense, à l'époque, a fait peur aux gens. Il a fait peur aux hommes et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a mis là où on l'a mis. Il faisait peur par rapport à sa capacité. Par rapport à qui il était. Voilà. Et on a bâti sur ça le fondement des religions, enfin, de certaines religions. Enfin, c'est ma conviction. Maintenant, je me trompe peut-être, mais voilà. Voilà. Tout à fait. Et c'est là où on a commencé à vouloir gouverner l'homme par la peur. Voilà. Et cette fameuse peur qui nous faire de la séparation en fait, hein, oui. Pour dire c'est moi qui décide de ceci ou c'est moi qui décide de cela, oui. Alors qu'on est tous une entité future, hein, une entité qui deviendra un jour élevée ou pas. Tout à fait. On ne sait pas de l'autre côté ce qui se passe de l'autre côté, puisque personne n'est revenu pour nous dire. C'est qu'il doit être trop bien. Est-ce que, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la vie, c'est pas de l'autre côté, et qu'ici, Philippe Guillemont dit que la matière n'existe pas? Voilà. Donc, ça ouvre le champ des possibles. Hein. C'est simplement ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les questions, elles sont posées, et puis maintenant, il reste à gratter un petit peu, à aller chercher ce qui se passe. Parce que tous les scientifiques, aujourd'hui, sont d'accord sur le fait qu'effectivement, la conscience et l'âme ne font qu'une. Et que la conscience survit au corps. Voilà. Je pense que tant que... je suis bavard, je suis désolée. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui voudrait, puisqu'on va être obligé de terminer. Je pense que, en fait, le fait de nos entités qui aimeraient qu'on s'aime tous sur Terre, oui. Mais l'homme n'est pas fait ainsi, parce que il y a plein de choses qui viennent interférer dans le développement de l'homme sur Terre. Oui. Économique, social, etc. Oui. Je passe. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'aimerais juste rebondir sur ce que disait donc Florence. En fait, ça explique un petit peu pourquoi je suis là. Oui, avant, en fait, oui, vous le savez. Et il m'est arrivé il y a à peu près 2 ou 3 mois. J'ai une petite histoire. Donc, j'étais
sur un terrain de foot, hein, j'accompagnais mon conjoint. Et un monsieur, on discutait, hein, et ce monsieur-là me dit une vieille dame est à côté de vous. Alors il me décrit la vieille dame, il me dit elle a un chignon, elle a les cheveux blancs. Donc je lui dis écoutez, non, je ne vois pas de qui vous parlez. Et il me dit c'est une nourrice. Une nourrice. Donc il se trouve que j'ai Prenez le temps. Ouais. Donc j'ai accouché d'un bébé mort-né. Et donc, si vous voulez, je m'intéressais pas du tout à cette question-là avant cette expérience. Donc les gens ne sont pas prêts à entendre. Oui. J'étais pas prête, absolument pas, j'étais pas là pour ça. Et je n'y croyais pas particulièrement. Mais cette personne-là ne pouvait pas sortir ça comme ça. Donc sur le moment, j'ai été un peu très surprise, dérangée. Mais ça explique ma présence aujourd'hui. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin pour découvrir qui vous êtes. C'est déjà pas mal. Là, j'ai des fourmillements partout dans mes mains, en fait. C'est voir où ça résonne chez vous, dans le corps. Est-ce que ça fait? Parce que là, c'est les émotions qui parlent. Laissez passer l'émotion, sans mentaliser les choses et sans se dire voilà, à quoi ça correspond. Alors, je peux vous dire que l'énergie, j'ai eu le cas au tout début, j'ai commencé à pratiquer, j'ai une jeune, et on terminera sur ça. Parce que j'ai des expériences avec des mamans et des futures mamans, mais un truc de malade. Je vous donnerai 2 choses. J'ai une jeune femme qui vient me voir, au tout début, je n'étais pas encore officiellement installé à mon compte. Et il y a une jeune femme qui vient sur recommandation parce qu'elle a entendu parler de moi. Elle arrive, elle est comme ça, pliée en 2. Avec un mal de dos. Et effectivement, elle m'avait appelé, elle me dit il faut que je voie en urgence. Et effectivement, je sens l'urgence au téléphone, je dis venez me voir. Elle arrive, je la fais s'asseoir sur une chaise. Je pose ma main sur le dos, juste au niveau des lombaires ici, et je pose l'autre main au niveau du nombril. Et là, j'ai la main, alors, qui ne bouge pas, mais j'ai la sensation, c'est pour vous donner l'image, j'ai la main qui se met, une sensation de vibration. Vraiment. Et là, elle est assise, j'ai dit écoutez, je dis, vous êtes assise, heureusement, il faut que je vous dise quelque chose. Mais au moment où je lui dis ça, je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Et là, je lui dis, je sens chez vous la vie à l'état de conception. Ça vous parle? Et là, il se met à pleurer. Mais à pleurer, pleurer. Je dis, ok, j'ai tapé dans le mille. Et là, elle me dit, Sylvain, il faut que je vous dise quelque chose. 2 jours avant de venir vous voir, j'ai fait une IVG. Elle me dit, est-ce que ça pourrait être le bébé qui soit encore là? Alors je dis, bébé, là, physiquement, non, mais son énergie, très certainement. Et le mal de dos dont elle se plaignait, elle n'avait pas idée que c'était au niveau des lombaires qui correspondait juste ici, les premières vertèbres qui se tombent chez un bébé. C'est pas anodin. Et sur une autre expérience avec une jeune femme qui est venue en soins, à peu près dans les mêmes périodes, une jeune femme qui avait eu des enfants d'une précédente histoire. Et puis, cette histoire s'est terminée. Elle passe quelques années, elle retrouve un compagnon. Et le jour où elle est avec ce compagnon, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas tomber enceinte. Elle entend parler de moi. Elle vient me voir. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi je viens vous voir, mais j'ai vu votre carte. Quand j'ai vu votre carte, j'ai su que c'était vous qu'il fallait que je vienne voir. C'était ses mots, c'est pas les miens. On fait le soin. Et pendant le soin, elle se met à pleurer. Je ne sais pas pourquoi elle pleure. Donc je l'accompagne sur ses pleurs, je la laisse lâcher ce qu'elle a lâché. Et pendant le soin, elle me dit, ça y est, j'ai compris. J'ai laissé passer 2 petites âmes de l'autre côté. C'est pour ça que mon corps aujourd'hui refuse. On termine le soin. Elle est revenue me voir 6 mois plus tard, je me donne en 1000, enceinte. J'en ai des frissons dans le dos tellement c'est... Voilà quoi.
c'est pour moi un pur bonheur de pouvoir permettre au corps d'eux. Ça, c'est franchement génial. Ça pose des questions, ça interroge, et voilà, on fait. Et ça prouve bien qu'effectivement, ça prouve encore une chose, c'est que le pouvoir, ce que je viens de vous dire là, le pouvoir de l'esprit sur la matière. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer à être des chercheurs d'or, parce que nous sommes tous des chercheurs d'or. Je fais référence à un bouquin que je suis en train de lire. Et que vous viendrez tous des pépites. Merci beaucoup.